Bien le bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de l'atelier sur les médias sociaux et les communications numériques. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas regardé la partie 1 et la partie 2 de cet atelier sur les médias sociaux, l'atelier, globalement, les 3 parties s'adressent d'abord et avant tout au personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke. Il s'agit donc d'un atelier qui initialement était prévu surtout pour une présentation de formation en présence afin de susciter, afin d'optimiser le temps d'échange, de partage, de débat, de remise en question, et cetera, de questionnement. Voilà. Pour rendre service à certains profs, je l'ai pas le transformé, je l'ai livré au niveau numérique, question que le contenu soit néanmoins disponible au niveau numérique. Voilà. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à visionner les parties 1 et 2. La partie 1 qui traite de la gestion de l'information numérique, partie 2 qui traite de la gestion de son empreinte numérique, mais au sens large de la chose. Les médias sociaux, l'empreinte numérique au niveau de la réputation, le droit à l'image, le droit à la réputation, etc. Voilà, je vous invite à aller visionner. Et finalement, nous allons commencer la troisième partie qui est sur les communications numériques. Donc, savoir communiquer professionnellement, éthiquement, euh, correctement, poliment. Bref, voilà. Alors, allons-y. Donc, la partie 3 sur les communications, excusez-moi, heu, PowerPoint ne voulait pas réagir. La partie 3, communiquer éthiquement avec l'éthique. À quoi ça ressemble? Ben voilà. Alors, on va parler tout simplement de comment communiquer entre les pairs dans un milieu d'études et entre les pairs dans un milieu professionnel. Il faut savoir en fait que cette troisième partie-là est la toute première raison pour laquelle, un prof, dans un programme technique précis, fait appel à moi pour dire: «David, on a un problème. La communication numérique, gros problème, un problème chaud. Il y a des communications problématiques qui frôlent le criminel, intimidation, et cetera. Faut agir, faut réagir, faut prévenir, faut sensibiliser, faut éduquer, faut leur apprendre, parce qu'ils ne savent pas, elles ne savent pas comment bien communiquer et elles sont maladroits, maladroites. Il faut bâtir un atelier. Alors, c'est là-dessus qu'on avait bâti un atelier, qui est cette partie-ci. J'en ai déjà des ateliers numériques auparavant dans d'autres programmes, mais vraiment, cette partie-là est devenue un peu comme presque le cœur, finalement, de ce que l'atelier est devenu maintenant. Voilà. Comment communiquer au juste? Ben, en fait, on voit tout simplement qu'à travers les médias, le chatting, le clavardage, le sexting et compagnie, s'envoyer des sextos, utiliser des réseaux sociaux pour s'envoyer toutes sortes d'images. Parfois, les images viennent de nous, parfois, il s'agit de transmettre, de partager des images intimes qui viennent d'une autre personne en se disant: «Ah mon Dieu, je vais leur montrer comment est-ce que ma blonde, mon chum est cute, ou qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour moi par amour. Alors, je vais partager pour voir, voyez comment est-ce qu'elle est si hot. Ça peut paraître bien brillant sur le coup, mais très peu à court, moyen et long terme. Bref, on a vu toutes sortes de choses similaires, pas nécessairement juste récemment, hein. Faut s'entendre pour dire que les problématiques de communication numérique, elles sont là depuis belle lurette. Hem Écoutez, j'étais à l'université, tout début des années 2000 et on entendait déjà parler de ça. On était à une époque où c'était, MSN Messenger, c'était ICQ, heu, c'était toutes MIRC aussi, mais bref, toutes ces plateformes qui étaient nouvelles à l'époque, hein, on recule à Netscape, entre autres, on recule à Napster, et cetera. On pourrait continuer là, mais bref, tous ces vieux outils, fin 90, début 2000, qui avaient vu le jour et que
c'était la jungle, c'était la liberté, hein, il y avait aucune règle. Si on parlait d'une étiquette, on savait pas trop c'était quoi ce mot-là. Même parler d'étiquette, c'était déjà un peu vaste parce que nos parents avaient connu des règles d'étiquette à l'époque, mais nous, fin 90, début 2000, non. Bref, c'est une ép il ne s'agit pas d'une problématique qui est nouvelle, mais c'est juste que comme les médias sociaux ont pris beaucoup d'ampleur, ben, les problématiques qui font partie des médias sociaux ont pris autant d'ampleur également. Hem, la rapidité, l'efficacité avec laquelle on peut transmettre, partager, mon Dieu, la rapidité a pas juste augmenté, là, décuplé, mais donc les problématiques aussi. Fait que, entre autres, je vous invite à voir effectivement le reportage de Radio-Canada, qui est menaces sur réseaux sociaux, 6 jeunes arrêtés, une dizaine d'écoles visées. Ben oui, effectivement, il y avait des menaces, sur les réseaux sociaux. Fait que intimidation, menaces, incitation à la haine, incitation à la violence. On pourrait continuer. Il y en a beaucoup d'accusations criminelles, qui sont concernées par les réseaux sociaux. Le milieu policier a dû se mettre à jour énormément au niveau des médias sociaux. Hem Il fut un temps où effectivement aussi les forces policières avaient de la difficulté à suivre l'évolution. Ils ont rattrapé à grande vitesse par la suite et voilà. Donc, c'était la petite introduction pour souligner que ce n'est pas nouveau. Ça a pris de l'ampleur, tout simplement. Alors, je vous invite à regarder, entre autres, ce reportage-là. Donc, il faut quand même distinguer, hein, j'ai parlé d'une étiquette tantôt. Alors, distinguons d'abord avant tout les terminologies de éthique et de étiquette. Ce sont 2 terminologies qui font partie du grand dictionnaire, excusez, du grand dictionnaire terminologique, voilà, du Québec. Donc, vous pouvez les chercher, il y a pas de problème, ils existent. Donc la éthique, c'est essentiellement donc une écriture, une attitude et une écriture éthique sur le net. Donc, essentiellement, ça résume pas mal gros, mais donc comme par exemple, là, je vous mentionne, ben oui, on parle ici, de la qualité éthique, déontologique et professionnelle dans son travail, dans ses études. Ça va inclure effectivement la tricherie, l'intégrité étudiante, puis l'intégrité intellectuelle, l'intégrité, professionnelle. Ce qu'on consomme pas sur les heures de travail, ça fait partie de l'éthique. De dire: «Écoutez, il y a pas de pornographie pendant que vous travaillez». Ben ouais, ça fait partie de l'anétique. Vous utilisez le téléphone cellulaire du bureau, vous utilisez l'ordinateur portable du bureau, vous ne consommez pas de pornographie sur ces appareils professionnels. Ça fait partie des règles de l'éthique, effectivement. Achetez-vous vos appareils personnels, consommez votre pornographie, attention tant qu'elle soit légale, mais donc consommez-la sur vos appareils personnels, mais pas sur vos appareils professionnels. Ça appartient à votre employeur. Ce sont des règles de éthique. Certaines sont non écrites, comme celle-ci, quoique parfois certains, milieux de travail vont le préciser, mais quand même. Donc, voilà, ça inclut tout ça. Ça inclut les heures de travail, effectivement. De dire: «Ben, écoute, c'est mon appareil personnel». «Oui, mais tu es payé en ce moment, donc lâche ta pornographie ou lâche tes médias sociaux». Heu, Personnellement, j'utilise les médias sociaux. Alors oui, je les utilise sur mon temps de travail, mais c'est mon milieu de travail, c'est mon domaine. Donc, je fais ma veille, parfois je vais communiquer avec certains collègues, rapidement parce qu'ils sont de l'externe, dans le réseau national et qui sont des amis, donc je communique plus rapidement par Messenger, oui. Mais de faire de l'utilisation personnelle de mes médias sociaux sur mon temps de travail, non. Sinon, ben, reprenez votre temps sur vos temps personnels. Bref, ce sont des règles de l'éthique. Alors, tout ça pour dire ce qu'on fait ou ne fait pas numériquement avec ses pairs au travail ou aux études, et cetera. Vous allez voir, entre autres, qu'il y a l'utilisation éthique de certains médias sociaux, hein, et je vous donnais des petits indices justement à la fin de l'atelier, de la partie 2 de l'atelier, mais justement, on va en reparler, ce sera pas un bien long. L'anétiquette, c'est très proche, la ligne est mince entre les 2, mais l'anétiquette, donc là, on va vraiment parler de respect d'une étiquette, hein. Donc, je j'ai un beau livre justement, l'étiquette, dans les années 50-60, qui disait entre autres, ben, le directeur rentre dans la classe, tout le monde debout, «Bonjour monsieur le directeur», et cetera. Des règles d'étiquette à l'époque, qui étaient aussi saugrenues que,
ou ridicule, heu, que, la dame ne doit pas initier une conversation auprès d'un homme, elle ne doit pas poursuivre la conversation auprès d'un homme, si lui ne le fait pas, et cetera. Ce sont toutes des règles très dépassées, je vous l'accorde, bien sûr. Mais bref, c'était jadis des règles d'étiquette. De placer la fourchette à gauche, la cuillère puis le couteau à droite, dans l'ordre de grandeur, et cetera, dans l'ordre de service. Ça fait partie des règles d'étiquette. La netiquette, bref, c'est un peu le même principe. Donc, ce sont des règles de bienséance, des règles de politesse, de respect, qui ne sont pas des règles éthiques, déontologiques. Ça ne touche pas l'intégrité, ça touche le savoir-être. Donc ça, c'est toute la différence, la distinction entre le savoir-être et le savoir-faire, tout simplement. Ben, le savoir-être, c'est la politesse. Donc voilà, respect d'une étiquette dans son attitude, son écriture numérique sur le net. On va parler donc de règles de politesse, de professionnalisme envers ses collègues, ses supérieurs, ses clients-clientes, effectivement, l'ouverture et la clôture de communication. Je dis toujours à mes enfants, hein, tu as quelque chose à demander, ça commence par «Est-ce que?» ça finit par «S'il te plaît» ou «S'il vous plaît». Ben, parfait, c'est le même principe aussi en numérique, autant pour des étudiants et étudiantes que dans le milieu du travail. Est-ce que, s'il te plaît, merci, bonne journée, et tu signes. Une communication, ça se termine par une signature. Tu n'écris pas en majuscule. Hein, la majuscule, ça signifie la colère, ça signifie le cri, ça signifie la voix forte. Là, peut-être qu'il y en a en ce moment qui font «Ah ouais!» Très souvent en atelier, j'ai souvent vu des profs réagir ainsi. C'est correct, le but, c'est de le savoir. Donc effectivement, écrire en majuscule, ça signifie crier. Donc ben, quand on écrit à ses collègues, à ses pairs, à son prof, sa prof, à un ou une de ses supérieurs, et cetera, ben, on n'écrit pas en majuscule. Hem, voilà. Anecdote, mais jadis, lorsque j'étais à la coordination d'un département programme, heu, j'avais des étudiants, étudiantes à un moment donné qui, l'une après l'autre, me disent: «Ce serait le fun que tu dises à telle personne, dans le personnel enseignant d'arrêter de nous écrire en majuscules parce que je pense que cette personne-là n'a pas compris qu'elle nous écrit comme en criant, puis on sait pas, on pense tout le temps qu'elle est fâchée contre nous, cette personne-là. Juste fallu que je fasse un petit coucou pour faire comme «Ah, peut-être que» alors, voilà, super sympathique cette personne-là et jamais elle aurait écrit en criant, cette personne, mais bon, heu, elle n'avait pas réalisé qu'officiellement, selon les règles d'une étiquette, elle leur écrivait en criant. Fait que c'était juste cocasse. On en a ri en groupe et en équipe de travail, puis c'était réglé après ça. Mais c'est toujours bon à savoir. Hem Je vous partage seulement les statistiques, hein, parce que oui, les cyberviolences, mais c'est bon de savoir ça ressemble à quoi au juste l'ampleur de l'utilisation des milieux de cyberviolence, parce qu'il y a des milieux de cyberviolence. Ben, en septembre 2021, à quoi ça ressemblait, hein, puis gardez toujours en tête, hein, qu'à chaque année, je publie, la synthèse des résultats de mon sondage sur, la consommation TIC de nos étudiants et étudiantes sur cette même chaîne YouTube. Vous avez une liste de lecture avec année après année toutes les compilations depuis 2014. Donc, vous avez l'évolution. Tout ça pour dire que ben, 94 quand même des étudiants et étudiantes utilisent Facebook. Légère diminution, mais rien à voir avec la chute drastique ou l'abandon de Facebook comme certains médias le laissent entendre. Il y a un ralentissement. Tout à fait d'accord. Il y a un ralentissement de la membritude, là, du membership, donc de la présence des jeunes sur Facebook, absolument. Ce qu'on voit, c'est surtout la fréquence d'utilisation pour l'instant. Donc, chez les jeunes, la fréquence, là, oui, je la vois surtout depuis 2 ans, à peu près 2 ans, 3 ans. Je vois vraiment la fréquence diminuer sur écoutez, on était, pratiquement à 97 il y a encore à peine 2 ans, au niveau de la consommation de Facebook, de manière quotidienne. Ce qui était non négligeable, et bon, là, on est plutôt rendu à là, on est rendu à 94 des étudiantes qui sont membres de Facebook et là, ça a chuté quand même. 66 fréquentent Facebook quotidiennement. Donc là, voyez-vous, on a vraiment, vraiment descendu rapidement au niveau de la fréquence d'utilisation quotidienne et même hebdomadaire. 81 utilisent quotidiennement
Messenger. 84%. Ça c'est vraiment nouveau qu'Instagram, rendu qu'Instagram surpasse Messenger. Donc, Instagram, on utilise à 84%. Donc, 78% qui ont un compte Snapchat. Snapchat, donc, n'est pas en train de battre plate couture Messenger. Il faut aussi garder en tête que Instagram, c'est à la fois un moyen de communication iconographique et textuel également. On peut texter dans Instagram, ce qui permet donc à Instagram de dépasser Messenger. Les personnes qui ne savent pas, Instagram, c'est une possession de Facebook. Donc, que dire de plus? Bon, qui ont changé de nom, là, mais on s'entend, oui, OK, Facebook a changé de nom, mais grosso modo, bref, c'est tout le même propriétaire. Donc, finalement, toute la boîte réussit quand même à en sortir gagnante. Sont pas tant perdantes. La boîte n'est pas tant perdante que ça, que ce soit Instagram ou Facebook. Fait que, ben, tout ça pour dire, en considérant tous ces chiffres-là, ben oui, nos étudiants et étudiantes sont très actifs, actives dans les différents médias sociaux. Comme je le soulignais dans la première partie, ben évidemment, vous avez WhatsApp qui est en train, tranquillement pas vite, de, de poindre, là, de pointer, de se pointer le nez, excusez-moi, tranquillement en Amérique du Nord, ce qui est quand même un phénomène. Hein, de la même manière que Snapchat a pris du temps à passer de Montréal à Sherbrooke. On a pris il y a vraiment eu presque un clash je m'excuse d'anglicisme, il y a vraiment eu un décalage entre la forte utilisation, entre autres dans les cégeps de Snapchat à Montréal versus Sherbrooke en Estrie, disons plus largement. Mais de la même manière, je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit, là, mais ça a quand même été clair dans l'arrivée de la problématique. Ce qui était un avantage parce qu'on a eu le temps quand même de se préparer puis de prévenir un peu le coup, au niveau de l'utilisation de Snapchat dans les classes. C'est devenu un enjeu plus criant à Montréal et on s'est préparé ensuite. Mais tout ça pour dire, WhatsApp est en train de vraiment se pointer le nez peu à peu, alors que c'est déjà un monstre en Europe, en Afrique, en Asie. Heu les néo-canadiens, néo-canadiennes arrivent et très souvent, elles arrivent déjà avec WhatsApp dans leur cellulaire et se demandent pourquoi on n'est pas là. Mais on parle: «Ah non, moi c'est Messenger», ou, c'est «Ah, c'est archaïque Messenger». Alors c'est toujours cocasse. WhatsApp est vraiment un gros, gros leader, mais il faut faire attention aussi parce que WhatsApp amène aussi, des grandes problématiques au niveau de la sécurité numérique parce que c'est très cellulaire. On peut faire des appels cellulaires et il y a beaucoup de fraude au niveau justement d'identité numérique, des comptes, les comptes cellulaires et compagnie. Bref, il y a vraiment d'autres enjeux qui arrivent avec WhatsApp. Là. Ça, pas parce qu'il est différent que c'est différent. Donc, voilà. Bref, avec ce préambule de cette diapositive, ben oui, de nos jours, cyberintimidation, cyberharcèlement, de la sextorsion, cyberdépendance, syndrome Facebook. Oui, oui, syndrome Facebook, ça existe depuis longtemps. Les personnes qui en avaient vraiment jamais entendu parler, ben, syndrome Facebook, c'est une vieille expression que certains psychologues dans les médias avaient utilisée pour souligner que oui, effectivement, dans certaines circonstances, la personne va souffrir d'un mal-être, parce qu'il y a le manque d'amis, il y a le manque de notifications, de likes, et cetera et donc elle va se sentir pas mal, pas mal moche, pas mal poche à cause de Facebook. Et là, on nomme Facebook, mais ça peut être aussi syndrome Instagram, et autres. Donc, on voit des amis qui ont tellement d'amis, numériques, on s'entend. On voit des amis qui ont tellement de likes sur leurs publications. Hey, waouh, waouh, waouh! Puis pourquoi moi, j'ai si peu? Moi, j'ai eu 10 likes dans ma publication. L'autre en a eu 300, 600. Aïe, aïe, hey, comment ça? Puis on se sent mal, puis et cetera. Bref, le mal-être influencé par les médias sociaux. Ça existe. Et ça existe beaucoup. Donc, voilà. Ce n'est pas une position professionnelle. Je ne suis aucunement ni psychiatre ni psychologue. Je ne fais que rapporter des termes, des positions véhiculées dans les médias par des professionnels. Mais voilà, ceci n'est pas une prise de position. Je ne fais partie d'aucun ordre professionnel de psychologie ou de psychiatrie.
Voilà. Bref, comment communiquer ou ne pas, communiquer, ne pas faire quoi ne pas faire sur, les plateformes numériques et cetera. Regardons ça ensemble. Hem, à travers les médias sociaux, on a tendance à entendre beaucoup le «Hey, j'ai le droit», puis la liberté d'expression dans tout ça. C'est franchement, c'est la charte des droits et libertés, hein, oui, le fameux point levé. Hem Selon certains, certaines, on aurait le droit de tout dire, tout faire sur les médias sociaux. Parfois, on va décrier, des micro-agressions par d'autres micro-agressions, par d'autres agressions tout simplement. Ceci n'excuse pas cela. Donc, c'est pas parce qu'on se sent agressé ou micro-agressé qu'on doit agresser ou micro-agresser quelqu'un. C'est pas parce qu'on trouve que la personne a commis un crime qu'on a le droit d'en commettre un. C'est un principe à la base dans la société. Fait que on ne justifie pas sa peine en recréant une autre. Bref, je pense que j'ai donné assez de synonymes de d'alternatives idéologiques. Alors, liberté d'expression, son droit, ben oui, c'est quoi juste la liberté d'expression? Est-ce qu'on a le droit de tout dire, tout faire? Là, j'ai toujours donné le même exemple en classe, c'est-à-dire l'excès de vitesse. Je roule en pleine ville, dans Sherbrooke, je me fais arrêter par un policier, une policière, voiture de police qui m'arrête, bref, et j'allais trop vite. Bon, personnellement, j'ai toujours appris à mes enfants, si ça arrive à papa, papa va l'assumer. C'est mon choix ou c'est mon erreur, peut-être que je n'ai pas vu, mais si ça arrive, je l'assume. Point à la ligne, j'ai pas à être bête avec la personne. Mais bref, ça, c'est une position personnelle. La personne policière arrive, me remet le constat d'infraction et voilà. Et bref, est-ce que je peux l'insulter, crier après, lui crier des bêtises? Alors, est-ce que j'ai le potentiel mécanique? Est-ce que j'ai le potentiel moteur? Est-ce que j'ai le potentiel verbal? Eh bien, j'ai une bouche, j'ai une langue, j'ai un poumon, même deux. J'ai- donc, j'ai deux poumons. Bref, j'ai tout l'appareil possible pour émettre des sons. Même que j'ai une très bonne voix, je pourrais émettre mes sons de manière très forte, peut-être même très agressive, je serais capable. J'aurais donc la capacité motrice de le faire. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Ah, non, peut-être que la personne policière pourrait se retourner dans son véhicule et ramener un autre constat d'infraction. Parce qu'il y a une règle, effectivement, il y a un règlement municipal, il me semble, mais je il me semble en tout cas qu'il y a un règlement municipal, que c'est pas provincial, mais bref, qui interdit la violence verbale à l'égard des policiers policières. Heu, Mesure que j'endosse entièrement. Donc, j'ai somme toute, un excès de vitesse, c'est parce que la personne est allée trop vite, c'est pour la sécurité d'autrui. Parfait. Excusez, ça c'est une prise de position très personnelle dans mon ça n'engage en rien mon milieu d'emploi, mais oui, j'ai toujours émis cette position personnelle dans chacun de mes ateliers aussi, je l'admets. Bref, tout ça pour dire, j'ai les capacités, mais je n'ai pas le droit. Voilà. Alors, de la même manière que j'ai des muscles dans les doigts, je suis capable d'écrire toutes sortes de choses, mais je dois aussi également me servir de mon cerveau pour me dire: «Est-ce que j'ai vraiment le droit?» Et avant de cliquer sur envoyer ou publier, je dois aussi prendre le temps de me demander: «Ai-je le droit? Est-ce nécessaire? Est-ce éthique? Est-ce déontologique? Devrais-je réellement cliquer sur envoyer ou publier? Vraiment? OK». Alors, c'est toujours bon de prendre le temps de se le demander. Parlant de la Charte canadienne de droits et libertés, j'ai une notion que j'ai comme longtemps enseigné en droit constitutionnel, mais bref, effectivement, il y a un principe, hein, il y a un beau principe philosophique qui dit et que j'essaie aussi d'apprendre à mes enfants et qu'on essaie d'apprendre souvent à nos étudiants et étudiantes, la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Mais la Charte canadienne des droits et libertés se subdivise, hein, donc chacun a la liberté fondamentale, les libertés, excusez, fondamentales suivantes, c'est-à-dire la liberté de conscience et de religion. On touche pas tellement à ça aujourd'hui. La liberté de je veux dire, dans cet atelier-ci, la liberté de pensée, de croyance, d'opinion, d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication. Ah oui, OK. La liberté de la réunion pacifique, puis la liberté d'association. Bref, ce qui nous intéresse surtout, c'est le B. La liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression. Ah oui, absolument. Absolument, absolument. Donc oui, on a cette
liberté-là. Toutefois, heu, on doit toujours se souvenir que le droit criminel outrepasse, pas outrepasse, mais bref, vient primer sur cet aspect. Donc, la liberté, oui, mais tant aussi longtemps que ça ne vient pas violer les droits des autres, droits civils ou droits criminels. C'est cet aspect-là qu'il faut toujours garder en tête. Alors, la liberté, oui, mais si ça incite à la haine, à la violence, non. Si ça nuit à la réputation, à l'image, non, tout simplement. Alors, d'où la petite distinction entre j'ai la capacité motrice, mais je n'ai pas le droit. Donc, le droit fondamental d'expression, de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, ça ne vient pas primer sur tout. Ça marche? 4 grandes bases, ben oui. Droit à la vie privée, droit à l'image, droit à la réputation et droit à la sécurité. Le droit à la sécurité ici est assuré quand même par le service de sécurité, hein. Dans le cégep, la direction s'assure du droit à la sécurité d'autrui, donc de toute personne, par, entre autres, l'embauche de gardiens de sécurité qu'on salue, qui méritent également le respect, qui ont aussi le droit à l'image, la réputation, la vie privée. Alors, le fait de nommer des agents de sécurité sur le spot du cégep de Sherbrooke, c'est pas plus éthique. On manque à leurs droits, on viole leurs droits dans certains cas. Ils méritent autant que nous le respect et la réputation. Mais bref, donc, on s'assure du droit à la sécurité, on a le droit à la sécurité de tout le monde, donc on ne peut pas commencer à menacer des personnes, sinon on, on- on- on vient contrevenir à leur sécurité. Parlons par contre quand même aussi de la vie privée, le droit à l'image, puis le droit à la réputation. Alors là, il faut quand même faire énormément attention parce que justement dans nos communications, autant dans un groupe de discussion Facebook, et en passant même si c'est un groupe privé, hein, quelqu'un dirait ah oui non mais c'était juste entre nous 10 mais ça concernait pas ça concernait la personne mais elle l'a pas vu puis c'était pas public. On s'en contrefiche. Vous l'avez écrit quand même. C'est si vous vouliez pas que les gens le voient, ben, c'était à vous de le garder pour vous. Parce que oui, effectivement, moi, personnellement, j'inviterais n'importe qui de ces personnes, membres du groupe privé, à faire une capture d'écran et à porter plainte. C'est une atteinte à la réputation, tout simplement. Des fois, ça tombe dans la diffamation également. Mais je ne suis pas juriste, donc je n'irai pas dans ces technicalités ou dans ces précisions-là. Je ne fais pas de conseils juridique, rien de tout ça. Je ne fais que de la sensibilisation. Vous signez que le droit à la vie privée, le droit à l'image, le droit à la réputation sont 3 aspects très, très, très litigieux dans les réseaux sociaux. Autant au niveau, des étudiants et étudiantes, et je peux aussi souligner que les profs aussi, sont souvent victimes et les enfants aussi, et cetera. Bref, faire attention. Droit à l'image, ben, effectivement aussi, c'est aussi le droit de chaque enfant, heu, de jouir de son droit à l'image. Droit qui est assumé par l'autorité parentale, mais malgré tout, c'est un droit qui devrait être protégé. La GRC a, il y a quelques années, émis un avis, une recommandation qui s'adressait aux parents, en disant: «Minimiser le plus possible», donc publier le moins possible. Publier le moins possible de photographies de vos enfants, s'il vous plaît, pour protéger leur entité numérique, leur image numérique. Leur empreinte, oui, mais il faut aussi savoir que en publiant constamment comme ça, ben oui, il y en a des fois qui vont s'approprier certaines photos. Puis la petite photo de plage familiale qui était donc super cute, où ce que on, on publiait les parents sur le bord de la plage avec nos enfants en petit maillot, torse nu. Pour nous, c'est un beau petit souvenir familial. Pour d'autres personnes qui ont certaines tendances, bref, ça peut devenir des images inspirantes et qu'on ne souhaite pas. Et justement, la GRC ne le souhaite pas plus. Donc, GRC jadis invitait justement les parents à faire attention à ce qu'ils publiaient de leurs enfants. Il y a eu des cas aussi en France. Début des années 2010, entre autres, que des cas d'enfants qui commençaient à poursuivre leurs parents rendus une fois majeurs parce qu'ils réalisaient à quel point leur empreinte numérique était rendue immensément lourde, immensément large, et ils en avaient perdu le contrôle parce que les parents avaient trop publié de matériel. Donc, il faut faire attention. Des fois, c'est dur aussi pour la réputation. Des fois, ce sont des photos qui
qui sont gênantes, particulièrement gênantes, puis c'est difficile de rattraper un peu le contrôle de tout ça. Donc, bref, droit à l'image pour les enfants, à faire attention. Le droit à l'image aussi, on le respecte en s'assurant d'avoir l'autorisation des personnes concernées avant de publier leur image. Ben oui, ça, on en a parlé dans la partie 2, mais on fait toujours attention pour avant de publier une photo. Hein, on s'est fait du fun hier soir pendant le party, on a pris des selfies. Ben, essayez donc de vous ben, je dis vous, mais il faut plutôt surtout sensibiliser les jeunes à prendre le temps, à attendre le lendemain avant de publier des photos sur un réseau social. Puis au pire, si c'est fait, ben, le lendemain, prendre le temps de demander à ses amis concernés dans la photo: «Es-tu à l'aise avec la photo?» Puis pas être susceptible si la personne dit: non, je suis pas à l'aise, peux-tu la retirer?» Ben, avec raison, parce que tu l'as publié sans aucune autorisation légale. Tu viens de violer son droit à l'image et peut-être aussi son droit à la réputation. Peut-être aussi son droit à la vie privée. Peut-être que c'est un 3 en un. Ouais. Dans certains cas, selon le métier, ça peut peut-être aussi miner son droit à la sécurité si on pense au fait que peut-être qu'il exerce un métier, ça le met en danger. Ça le met en conflit, disons. Bref. Droit à l'image, à la réputation, ben oui, c'est aussi le droit de chaque prof. Même dans un groupe Facebook, comme un spot. Ben oui, ça inclut les profs. Le droit à la réputation, ben, il n'y a pas de prof qui va oser aller sur un spot pour dire: «Hey, j'ai plutôt tremblé comme étudiant. Il est-tu bon? Ou c'est un paquet de troubles, je suis mieux de changer de groupe?» Ben non. Ben non, ben non. Il n'y a pas de prof qui va faire ça pour écrire ça sur le spot du cégep de Sherbrooke. Donc, c'est la même chose, hein, j'ai toujours dit à mes étudiantes: «Écoutez, le respect, c'est mutuel dans une salle de classe, hein. C'est une game qui se fait à 2, c'est une game d'équipe. Excusez, c'est un jeu d'équipe. Ben, donc ça se fait en équipe. Le respect, c'est aller-retour. Donc voilà. Alors oui, ça se fait, et c'est important de rappeler aux étudiants et étudiantes que commencer à demander publiquement, «Hey, tel prof, là, je suis mieux de changer de prof, vous en pensez quoi?» Ben non, juste c'est un appel à l'atteinte à la réputation. Tu sais, c'est une incitation à l'atteinte. Bref, c'est pas super. Alors oui, effectivement, c'est bon de rappeler aux étudiants et étudiantes. Puis oui, ça, c'était une diapo qui faisait partie de mes ateliers. Heu à coup sûr. Donc, c'est également donc le droit effectivement d'une entreprise, ben oui, de refuser que ses employés publient certaines images. On en a parlé justement, pendant la partie 2. Mais oui, ça fait partie des droits d'employeur de dire: «Non, je refuse que des images ou telle photo, oublie ça». Donc, ça pourrait nuire à la réputation de la dite entreprise, ben oui, ça pourrait risquer de compromettre certains secrets commerciaux ou industriels, ben oui. Donc, il faut faire attention. Les médias sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont inclus là-dedans. Donc, les données sensibles, données nominatives, là, voilà, on arrive justement à toute la sensibilité légale. On ne peut pas, la loi nous interdit de déposer, là, je dis déposer avec d'énormes guillemets, là, parce qu'au sens que si on écrit quelque chose par Messenger, c'est un dépôt de données. Donc, c'est interdit, de par la loi, de déposer des données nominatives, euh, où que ce soit au Canada, c'est une loi canadienne, euh, sur des serveurs hébergés aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais plus particulièrement aux États-Unis. Petite tranche d'histoire, on recule en 2001, 11 septembre, World Trade Center, on se souvient. Sinon, je vous le rappelle, donc suite au 11 septembre 2001, il y a eu ce qu'on a appelé le Patriot Act, qui était une loi que George W. Bush a fait adopter au Congrès dans l'urgence de la situation. Et le Patriot Act, ce que ça a amené, c'était un plein accès de la NSA, de la CIA et du FBI à tout, pour cause de sécurité nationale, protection de l'État. Donc, ça veut dire que tout matériel, excusez, tout service qui est hébergé aux États-Unis, c'est problématique. Et donc, la loi canadienne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient protéger, s'assurer que l'ensemble des services publics et parapublics ne diffusent rien de nominatif, de confidentiel sur quelconque matériel hébergé aux États-Unis
ou ailleurs, mais on cible surtout les États-Unis à cause de ce fameux Patriot Act qui est encore actif. Donc voilà. Alors, c'est ce qui explique pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aller déposer du matériel nominatif sur votre Dropbox, ni sur votre Google Drive. C'est pour ça, entre autres, que je vous répète tout le temps à nauséam que non, on ne doit plus faire de Google Form dans lesquels on recueille, on collige des données nominatives. Parce que c'est ça qui va à l'encontre de cette loi-là, qui est canadienne, mais soit dit en passant, il y a la loi québécoise qui vient même primé dans le cas du Québec et qui vient justement nous rappeler que non, 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 écoute, c'est encore même plus strict. Alors, le Conseil du Trésor nous a amené en 2013-2014, nous a sensibilisés pour le réseau des reptiques, qu'on nous amenait vraiment, vraiment dans cette direction-là à grande vitesse, euh, mais très grande vitesse, pour dire, écoutez, tout va aller vers OneDrive qui sera hébergé au Québec, à Québec. On sait précisément c'est où, c'est pas un secret, là. C'est le serveur de Microsoft hébergé au Québec et cartographié dans la ville de Québec. On sait où ce que c'est. Et l'ensemble du système public et parapublic est hébergé là. C'est justement pour des raisons de confidentialité, de protection des données nominatives. Donc, autant les collèges privés que les collèges publics cégep, secondaire, primaire, et cetera. Voilà. C'est même un peu pour ça qu'il y avait autant de litiges au niveau de Zoom, pour l'utilisation de Zoom au niveau primaire, utilisation de l'image, utilisation des données, et cetera. Bref, il y avait un côté très tendancieux, sinon litigieux. Alors, tout ça pour dire, les données nominatives, les textos, Messenger et compagnie, je peux pas, moi, si je suis infirmier, infirmière, prendre une photo de telle prescription, l'envoyer à mon ma chum qui est infirmière au bout de l'étage pour dire Hey, t'es sûr que tu as vraiment donné ça? Ben non, c'est Messenger, une donnée nominative, c'est confidentiel, etc. Bref, on s'entend, peu importe, on ne peut pas. Je suis travailleur social, je sors de ma rencontre avec une personne ou une famille et j'écris à mon ou ma collègue avec qui je suis en contact Messenger. Je sors de tel, excusez, de tel milieu familial, tentative de suicide hier soir, grosse dépression, là, heu, il y a de l'alcool dans la pièce, et cetera. Mais non, je peux pas, c'est confidentiel, et cetera. Donc, il y a des moyens de communication numérique propres à notre milieu de travail et on doit absolument les respecter et c'est ce qu'on doit apprendre à nos étudiants et étudiantes, excusez-moi, donc de respecter cette réalité-là. Un petit instant. Pardon. Donc, ça va mieux parler maintenant. Alors, c'est donc vraiment à ce niveau-là qu'il faut toujours vraiment faire très, très attention. Alors, si l'employeur dit: «Écoute, nous autres, on discute, on échange sur Teams», ben alors c'est du Teams et c'est du Teams mur à mur. On ne fera pas de Messenger, on ne fera pas de Facebook, on ne fera pas d'Instagram, quoi que ce soit. Rien. C'est du Teams pour la profession, c'est Teams. Point la ligne. C'est la même chose en industrie, et cetera. Il faut respecter l'outil de communication numérique établi dans un milieu parce qu'il a été sélectionné pour des raisons généralement qui ont été réfléchies. Voilà. Attention, les données sensibles justement donc de votre travail doivent demeurer protégées en des lieux réels comme numériques, sûrs en tout temps. Donc, je dis bien en tout temps. Ça veut dire aussi, entre autres, et je vous referai un rappel à la toute fin, mais ça veut dire aussi, entre autres, l'importance de son cellulaire. S'il s'agit de votre cellulaire personnel que vous allez utiliser pour des raisons professionnelles, ben dites-vous pas: «Ah ouais, mais je suis correct, je suis en toute légitimité, je suis avec Teams». OK, c'est une chose, oui, vous allez respecter l'outil de communication établi dans votre milieu de travail, mais attention, quand il vient le temps de vous départir de votre téléphone cellulaire, c'est important de vous départir du contenu numérique de manière, hem, rigoureuse. L'exemple que je donne souvent, c'est entre autres, ça avait paru dans Radio-Canada, il y a déjà quelques années de ça. Jeune fille qui finalement, brise son téléphone cellulaire, ben, en fait, son écran éclate. Elle arrive, à son, au commerce donc de son distributeur, le cellulaire et distributeur qui lui dit: «Écoute, on te l'échange, pas de problème, voici, tu peux me laisser ton sel, on va faire la réinitialisation, puis tout va être bien beau». Ben, en fait, le principe est relativement simple, hein. Eux autres vont tout simplement juste se départir, le laisser à une entreprise qui rachète les cellulaires abîmés
et qui va revendre ce lot à un acheteur de lots de cellulaires abîmés, qui va le revendre à un racheteur de plus gros lots, et cetera. Bref, le cellulaire est passé de l'Ontario, région de Toronto, je me souviens bien, mais bref, c'est anecdotique, de l'Ontario, s'est ramassé en Grande-Bretagne, en Angleterre, je me souviens bien, et par la suite s'est ramassé finalement au Proche-Orient. Et un homme a commencé à texter la jeune fille en question, qui était mineure, pour dire: «Tu très jolie dans ton bikini avec ton chat dans les bras et je vois tes photos», et cetera. Et il a commencé à, écoutez, la harceler, l'intimider, et cetera. Bref, ou juste flirter, mais juste avec d'immenses guillemets, là. Tout ça pour dire, il était en tort. Mais là, ça a un petit peu sauté au visage de tout le monde pour faire: «Hé, drapeau rouge tout le monde, faites attention parce que ce n'est pas vrai que en faisant une simple réinitialisation, on réussit à tout effacer». Ben non, c'est un petit peu comme le principe de dire: «Je vais formater un disque dur», ça n'efface pas, ça vient juste compresser le tout en comme si vous tassiez dans le coin d'une pièce, tout le stock d'une pièce, là, vous faisiez une espèce d'aspiration sous vide, là, dans un sac qui compressait tout. Puis, il suffit juste de payer, vraiment pas cher en passant, un petit logiciel qui va faire un system recovery qu'on appelle, donc un recouvrement numérique de 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 la mémoire. Et là, ça va un petit peu comme faire un trou dans le sac sous vide, et on va redéployer tout simplement l'ensemble du matériel qui avait été réinitialisé, effacé, mais non, juste compressé, comprimé dans un petit coin. Alors, il faut vraiment faire attention à cet aspect-là. Donc, savoir se départir légalement, mais surtout éthiquement, rigoureusement de son matériel numérique. En fait, la bonne manière, c'est généralement soit de le faire soi-même, donc d'avoir un logiciel pour encoder son l'ensemble de son contenu, pour donc le supprimer de manière encodée, avec un encodement qui peut être une phrase vraiment alphanumérique avec toutes sortes de caractères spéciaux qu'on ne se souviendra jamais, mais ce sera encodé, ce sera sécurisé. Ou généralement, c'est un peu du ressort des entreprises. Les entreprises disent: «Non, non, non, tu me remets ton cellulaire d'entreprise et nous faisons affaire avec une entreprise qui, elle, nous certifie que tout est supprimé mais encodé. Donc tout est sécurisé avant de se départir du matériel numérique pour qu'il soit recyclé». C'est cette petite étape-là entre le recyclage et entre le fait de s'en départir et de le recycler. Il peut se passer ben des choses parce que il s'en va pas se faire recycler dans la minute qui suit, hein. Donc, il peut s'en passer des étapes pour, finalement violer nos données confidentielles. Voilà, ça c'était vraiment juste une petite sensibilisation. On passe beaucoup plus vite normalement en classe. C'est l'histoire de à peu près 20 à 45 secondes, peut-être une minute quand je raconte l'histoire de la jeune fille. C'est une histoire vraie, là, c'est vraiment sur Radio-Canada, mais bref, vous saurez un peu mieux pourquoi puis comment. Ensuite de ça, donc on continue. C'est quoi vos responsabilités dans un groupe Facebook? Je l'ai souligné, hein. Ne rien faire devant une situation, c'est aussi décider de faire quelque chose. Donc, ça reste un choix. Ça reste une philosophie que je rappelle souvent aux enfants, mais c'est important aussi de le rappeler à nos étudiants et étudiantes. Ne rien faire, c'est choisir de rien faire, donc c'est de faire un choix. C'est Ça reste un choix. Alors, nous avons la responsabilité d'agir et de réagir également dans un groupe Facebook où il se passe de l'intimidation, où il se passe une menace, et cetera, ou de la diffamation, une atteinte à la réputation de quelqu'un, et cetera. Fait que les cyberviolences, c'est quoi? Ben, les cyberviolences, c'est toutes sortes de choses, hein. L'incitation à la haine, à la violence, on la retrouvait déjà aussi dans des partages, ce qu'on appelait les forward à l'époque, des partages, courriels dans le temps. Il y avait des incitations à la haine, à la violence. Il y avait toutes sortes de faussetés, de ou de légendes également, qui étaient véhiculées à travers ces partages-là et qui étaient des incitations à la haine ou à la violence. Ben, ça fait juste continuer, là. Cette technique continue à exister. Les menaces criminelles, faut faire attention, ça demeure criminel, même quand c'est numérique. Même si tu sais, vous savez, à la base, si on se frustre en disant: «Moi, va te casser les 2 jambes», ben, ça reste une menace.
ça reste une menace de voie de fait. Même si on dit aux policiers, aux policières: Je le pensais pas vraiment, j'étais juste fâché». Ben, excuse-moi, mais si tu as eu la capacité motrice de dire, de verbaliser cette menace-là, tu dois avoir la capacité intellectuelle de l'assumer. Hem, la cyberintimidation, faut faire attention. On retrouve la cyberintimidation à la fois dans les réseaux sociaux personnels et dans les réseaux sociaux, dans les moyens de communication professionnels. Attention à la cyberintimidation. C'est pas juste gros, 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 genre, je vais te faire du mal, mais généralement, le cyberharcèlement et la cyberintimidation sont très, très proches l'une de l'autre. Donc, attention pour ne pas chercher à intimider des collègues de travail par quelconque moyen. De la même manière, attention au harcèlement. J'ai souvent ou j'ai presque toujours, fait allusion justement au harcèlement dans un couple qui est déchu, dans un couple qui échoue. Un couple qui prend fin et où on retrouve donc une des 2 personnes qui veut absolument texter à l'autre: «Mais pourquoi donc? Pourquoi diantre m'as-tu laissé?» et que et que l'autre ne répond pas. Puis j'ai toujours demandé aux jeunes: «Oui, mais à partir de combien de temps est-ce que ça devient du harcèlement?» Puis là, c'était comme toujours de voir le regard vide ou à la recherche d'une réponse. On faisait: «Ben, je sais pas, 10-15, c'est OK, mais à partir de quand est-ce que c'est vraiment du harcèlement?» Parce qu'à la base, hein, la première fois, c'est correct, c'est fait. La deuxième fois, pas de réponse. Ben, c'est tout. Pas de réponse, c'est aussi une réponse. On finit ça là. Donc voilà. Alors oui, le cyberharcèlement, attention à ça. La sextorsion, si vous voulez avoir un exemple, il y a un épisode de Black Mirror qui parle de sextorsion. Très, très, très réaliste, tristement très réaliste, mais qui fait état du classique de la sextorsion au niveau international. Hem Écoutez, Interpol a souvent parlé de la sextorsion, la GRC, la SQ parle de la sextorsion. C'est une problématique qui est du hameçonnage finalement, mais avec des images, du contenu à caractère sexuel. Donc, quelqu'un qui va par des moyens un peu, ou très hypocrite, de manière très mensongère, bref, en tout cas. Va bref, ces personnes-là vont réussir à obtenir du contenu à caractère sexuel sur le dos d'une personne, atteignant donc à sa réputation, à son image. Et là, c'est de faire du chantage. Alors, envoie-moi plus d'images, sinon je les publie, et cetera. Plus toutes sortes de manières, là. Je veux dire, le dossier est très, très, très complet avec Interpol, mais voilà. Diffamation, donc de véhiculer des informations complètement mensongères. En passant, je ne suis pas en train de donner des définitions à caractère légal, hein. Je fais juste essayer de résumer, ouais, de faire une synthèse très, très rapide, mais mes définitions n'ont aucun caractère légal, heu, juste des synthèses. Donc la diffamation essentiellement, donc c'est grosso modo de dire des informations mensongères sur le dos de quelqu'un. Généralement, c'est de l'atteinte à la réputation, mais ça, je laisse aux juristes. Usurpation d'identité, donc c'est du vol d'identité, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. L'heure informatique, c'est de piéger des personnes mineures en se faisant passer pour. Donc, c'est de leurrer de manière numérique. Donc, de jeunes personnes pour justement pour toutes sortes de choses. Dans bien des cas, dans les dernières années, c'était à caractère sexuel, mais bref. Généralement, par définition, ça tourne pas mal au niveau du caractère sexuel. Consommation, production, incitation à consommer ou produire de la pornographie juvénile. Alors, il faut faire attention, hein. Une personne mineure, c'est une personne mineure. La pornographie juvénile, c'est jusqu'à 17 ans et 364 jours. Donc, ça s'arrête là. La définition s'arrête là. Ce qui fait que, même si tu dis: «Oui, mais c'est ma blonde ou c'est mon chum», ouais, je m'en fous, la personne est mineure. Je suis pas en train de, faire la morale. Je fais juste faire un petit rappel. C'est toujours important de faire un rappel à nos étudiants et étudiantes, de dire: «Oui, mais oublie jamais que statistiquement, il y a plus de chances que ton couple échoue, surtout à ton âge, que ton couple réussisse». Donc, excusez, alors il y a
de très fortes chances que dans ton couple, vos photos intimes deviennent des anciennes photos intimes ou des photos intimes de votre ancien couple. Fait que toute la question, c'est de savoir, est-ce que tu es prêt ou prête à ce que ton ex possède ces photos-là ou ça te met mal à l'aise? Ben, dans ce cas-là, préviens. Tu tiens absolument à en envoyer? Ben, préviens. Au moins, évite que ta face soit là. Évite que qu'il y ait un aspect nominatif, qu'on te reconnaisse. C'est déjà la base, et cetera. Il y avait même eu un numéro dans Curium qui s'adresse quand même aux ados, sur justement, le sexting et compagnie, comment faire ou ne pas faire, et cetera. Quoi faire ou ne pas faire et autres, c'est quoi les risques et compagnie. Et oui, hein, dans le numéro, il soulignait aussi, hem la réalité, de tout ce qui est la pornographie juvénile dans le sexting et compagnie au niveau légal et autres. Donc, juste faire attention. Au niveau collégial, il faut jamais oublier qu'on a le tiers de notre population chaque mois de septembre qui est mineur. Ce qui fait que, une population mineure se retrouve souvent sur des applications mobiles de rencontres, que ce soit Grindr, évidemment Tinder, Badoo et compagnie, là. Hem On passera pas tout le temps à énumérer toutes les applications mobiles, mais il y en a beaucoup. Tout ça pour dire, les personnes mineures, officiellement, ne sont pas supposées de se retrouver sur ces applications-là, parce qu'il peut y avoir discussions à caractère sensuel, érotique, sexuel, il peut y avoir des propositions et tout ça, ben, c'est ça qui est criminel, officiellement. Se retrouver à discuter, à proposer, à échanger des photos intimes, mais à proposer des rencontres, des activités, échanger tout simplement des scénarios. Juste le fait de sexter en se disant qu'est-ce qu'on se ferait, ça tombe dans le caractère criminel si c'est fait avec une personne mineure, même si la personne nous a dit qu'elle avait 18 ans et plus. Officiellement, il y a des cas de jurisprudence qui stipulent clairement que c'est de la responsabilité de la personne majeure de s'assurer de toutes les manières possibles que la personne était bel et bien majeure. Donc, voilà. Alors, juste faire attention, ça fait partie des risques aussi. Il existe, une vidéo, heu, qui a été faite par, le service de police de Gatineau. Hem, je vous invite à aller la voir sur YouTube parce que bon, là, le son, la captation du son, de l'ordinateur fonctionne moins bien avec mon enregistrement vidéo, mais c'était un hashtag garde ça pour toi. Le titre était tes boules, ta chatte, ta queue. C'était assez intéressant, c'était percutant. Il faut juste faire attention pour qu'on reçoive bien le message. Pas un message c'est pas un message moralisateur, c'est tout simplement un rappel. En tout cas, moi, je le perçois comme un rappel. Euh, pour avoir assisté à un moment donné à un congrès de sexologues au niveau qui traitait des enjeux justement éthiques et légaux et sexologiques au niveau numérique, bref, des réseaux sociaux et autres. Euh, on soulignait l'aspect peut-être trop moralisateur, je comprends, mais il y a quand même un rappel légal de faire comme oui, mais fais quand même attention. C'est pas pour culpabiliser la personne. Une victime demeure une victime. C'est pas pour culpabiliser la victime, loin de là. Mais faut juste faire attention. On a beau être en couple à 16, 17, 18 ans, mais il faut toujours se souvenir quand même que, attends un peu, il y a quand même des risques, il y a quand même certaines lois et les lois sont là pour une raison. Mais je suis pas en train de culpabiliser la victime non plus. Donc, juste nuancer un peu le propos. Alors, voilà pour ce qui est des cyberviolences, cybercrimes, etc. Qu'est-ce que c'est? Ça inclut quoi? Donc, il faut toujours faire attention, justement, donc à comment on communique et avec quel ton et à quelle fréquence, etc. Alors, voilà. Dernier petit point, donc culture personnelle. Alors, les anciens mobiles, on en a parlé, sécurité de données, et cetera, les photos, données bancaires, données nominatives, les dossiers nominatifs aussi, et cetera. Donc, faire attention. Les photos intimes, dont celles de mineurs qui ne le sont plus, faut quand même faire attention, hein, sur Facebook et compagnie. On peut peut-être avoir des groupes d'équipes sportives ou groupes du primaire, et cetera. Mais ça reste quand même des personnes qui étaient mineures à l'époque. Faut faire attention. C'est quand même
fragile, on est sur une mince ligne. Snapchat, fausse sécurité. Ouais, ça, faut faire attention. J'en ai pas parlé, mais c'est toujours bon de rappeler à nos étudiants et étudiantes à quel point Snapchat n'est pas une application qui est sécuritaire ou qui est plus sécurisée que les autres. Je j'ai toujours rappelé. C'est toujours très intéressant de voir la face, les petits regards, sourire en coin quand on dit: «Non, non, on sait à quoi ça sert Snapchat». Pour les profs qui ne le sauraient pas, ben, Snapchat, ça permet tout simplement, et sous de fausses apparences de sécurité numérique, ça dit qu'on peut, s'envoyer des nudes, donc des photos intimes, nues de différentes parties génitales de son corps, ou de faire même aussi de la vidéo, en direct, donc des vidéos instantanées, directes, et sans qu'elles soient archivées. Toutefois, puis le message de Snapchat, c'est, vous allez être prévenu si la personne essaie de faire une copie d'écran ou quoi que ce soit. Alors que en parallèle, Google comme YouTube regorge de techniques pour outrepasser les mesures de sécurité de Snapchat. Fait que c'est pas vrai que c'est plus sécuritaire qu'une autre application. Faut faire attention, tout court. Donc, peu importe l'application, faut faire attention et il faut pas faire confiance à une mesure de sécurité, aussi simpliste que ça, là. C'est absolument pas. Il y a des applications qui sont faites vraiment pour s'ajouter, généralement sont payantes, mais sont faites pour justement, soit flouter ou cacher carrément, donc rendre opaque, une écriture à partir du moment qu'on la lit. Donc ça nous permet juste de lire avec le doigt et visualiser juste une lettre à la fois, ou de voir une image, mais c'est en même temps donc avec le doigt, on descend puis on voit finalement l'entièreté de l'image, mais dans notre imagination, là, dans notre mémoire. Hem, on ne voit pas toute l'image en même temps. Donc il y a toutes sortes de mesures pour, là, vraiment ajouter une mesure de sécurité réelle, mais sinon, faire attention, tout simplement. Cohabitation majeure-mineure en ligne, sexto et compagnie, attention. Responsabilité dans un groupe Facebook, secret ou non, attention. Faire attention à la réputation, l'image des autres, la sécurité des autres, la vie privée des autres, comme la nôtre. Réflexion, jugement, rigueur, oui, retenue pour les communications. Je dis toujours, écoute, t'écris un mio à ton prof, là, prends le temps. Si le moindrement tu écris un mio en étant fâché, écris-le pas dans ton Mio, tu sais? Écris-le dans un Word. Ou tu veux l'écrire sur ton mobile, ouvre-toi un petit pad, numérique, là, puis écris-le. Puis tu sais, frustre-toi comme faut, là, puis vide ton cœur là-dedans. Ça, c'est correct, ça reste privé, tu sais. Partage-le pas, mais ça reste privé. Fait que écris-le, puis vide-toi le cœur, puis mets tous les gros mots que tu veux, puis envoie donc. Puis ensuite, ferme-le, mets-le de côté, sauvegarde-le, mais mets-le de côté, puis dors là-dessus. Puis dans 24 ou 48 heures, ben là, prends le temps de l'ouvrir et relis-toi. Généralement, tu vas supprimer beaucoup de mots, puis tu vas réécrire souvent même l'entièreté de ton message pour faire finalement, bonjour, je ne comprends pas tellement la nature de cette note. Pourrions-nous nous rencontrer, s'il vous plaît? Merci. Bonne journée. Gepetto. Hem, bref, ça paraît un peu, presque bébé, là, presque infantilisant, mais non, beaucoup d'adultes, manquent à cette petite étape cette petite étape réflexive de retenue avant de cliquer sur envoyer, tu sais. Puis, dans les dernières années, les derniers mois avec la pandémie, beaucoup de personnes, publient n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, en étant frustrés contre n'importe qui et se ramassent avec, un duo ou trio de policiers qui vont cogner à leur porte pour, heu alors présenter, les accusations de menaces, de quoi que ce soit, intimidation, incitation à la haine, à la violence, et cetera. C'est pas super. Les rançongiciels toujours présents, ben oui, faites attention. Je termine avec ça, mais faites attention énormément à ce sur quoi vous cliquez. Membre du personnel du cégep de Sherbrooke, vous seriez supposé, en tout cas, d'avoir suivi, votre formation sur, en prévention sur,
tout ce qui est sécurité numérique, formation chapeautée par, le service, la direction des technologies de l'information. Mais faites attention sur quoi vous cliquez parce que oui, effectivement, ce qu'on appelait les Trojan Horse, donc les chevaux de Troie existent encore. Les spyware, donc les virus espions existent encore. Et les rançongiciels qu'on appelle les ransomware, ça existe encore, bien sûr. Donc, ces fameux virus qui vont venir encoder une partie ou l'entièreté de vos fichiers, vos dossiers, et qui vont vous demander une somme qui souvent va être même non seulement astronomique, mais en plus ça grandissante si vous remboursez la somme qui vous est demandée. Autant Interpol que la GRC que la SQ tout le monde a précisé que ben non, c'est comme la plupart des demandes de rançon, là, ils en demandent toujours plus. Alors, euh, portez plainte, mais faites d'abord avant tout attention sur quoi vous cliquez. Les compagnies bancaires ne vous textent pas pour vous dire il y a un problème avec ta compagnie bancaire. Hier, j'ai reçu un texto d'Amazon pour dire oh, il y a un problème avec votre compte Amazon. Ben non, ils ne me textent pas. J'aurais un petit point d'exclamation sur mon compte Amazon, au pire, là, mais voilà. Alors, c'est pas mal ça. Donc, excusez, j'avais oublié que c'était la dernière, mais je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, prenez le temps, écrivez-moi sans problème. Si c'est pour des bêtises, prenez le temps de vous relire avant de les envoyer. C'est une blague, mais vous pouvez donc m'écrire sans problème, ça va me faire plaisir. Mio, courriel, passez me voir, sinon à l'espace wiki ou centre des médias. Hem, ça nous fera plaisir de discuter, Sylvain Martel et moi-même, si vous avez des questions. Si c'est vraiment pour discuter, de ce contenu-là, venez me voir, ça va me faire plaisir. Donc en présence ou numérique. Heu des questions, des commentaires, juste approfondir le tout. Ça me fera plaisir. Je souhaite une bonne fin de journée, bonne réflexion suite à tout ça. Et si vous avez des suggestions d'ajouts, de modifications, faites-moi signe. Ça me fera plaisir. Je suis très ouvert aux critiques. Je vous remercie. Au revoir.